Les éditions de minuit, il m'a semblé que c'était plus possible pour moi d'écrire dessus après que ma sœur les a vendus. Que tant qu'Irène s'en occupait, je crois que j'aurais jamais pu le faire. Mais d'un autre côté, ça me manquait pas non plus. Je voyais pas les choses comme ça. À des moments, j'avais envie d'écrire sur mon père, j'avais envie d'écrire sur les livres dans lesquels je suis plongé depuis toujours, j'avais envie d'écrire sur les auteurs des éditions parce que il me semblait que, et il me semble, que je sais des choses sur eux ou des angles, ou que j'ai des angles de vue sur eux qui peuvent intéresser les lecteurs qui les aiment. Je me disais c'est intéressant de pouvoir dire des choses sur Samuel Beckett, Marguerite Duras, Alain Robbe-Grillet, Claude Simon, Robert Pinget, que personne d'autre que moi ne pourra dire et qui donc seront perdus quand je serai mort. Mais bizarrement, dans mon abrutissement, puisque c'est un mot que j'emploie souvent dans le livre, je ne m'étais pas rendu compte que les éditions de minuit, en tant que telles, couvraient quand même la majorité de ces champs, à savoir mon père, les auteurs, l'édition, les livres depuis toujours. Et donc à un moment, j'ai voulu recentrer de cette manière, puisque les éditions de minuit sont dans ma vie depuis toujours, quoi. Depuis bien avant que j'ai su lire. En fait, donc j'ai été élevé de telle manière que je savais que ces auteurs, recitons-les, je ne sais pas, Beckett, Duras, Robbe-Grillet, Simon, Pinget, étaient des grands écrivains avant d'en avoir lu une ligne. Et quand ils venaient dîner à la maison, c'était une situation en vérité, pas si particulière que ça, contrairement à ce qu'on pourrait croire. La comparaison qui m'a mise, c'est de me dire j'étais comme le petit Nicolas, quand le papa du petit Nicolas invite son patron à dîner, où il faut pas faire de bêtises, quoi. Comme un personnage de Courteline peut en faire quand les parents invitent des gens importants à dîner. Je savais juste que c'était des gens importants. Alors, évidemment, en l'occurrence, c'était mon père le patron, sauf que dans l'édition, le patron a moins de sens que dans beaucoup de métiers, parce que si on va pas donner leurs 8 jours à Beckett, Duras et Robbe-Grillet en disant on va retrouver quelqu'un d'autre la semaine prochaine qui fera l'affaire mieux que vous, quoi. Donc le patron et le rapport de pouvoir est quand même moins net, la hiérarchie n'est pas semblable à ce qu'elle est dans beaucoup d'entreprises. Donc enfant, j'étais attentif à faire le moins de bêtises possible. J'adorais mon père, j'avais un respect infini, et lui tirait de ses relations, pas avec moi, mais avec tous ses auteurs, aussi une sorte de pouvoir littéraire d'autant plus grand que eux ne souhaitaient pas du tout amuser. Il était comme la voix de Samuel Beckett qui n'allait jamais parler de lui-même dans un débat public, par exemple, ou juste dans les journaux, dans n'importe quel média. Je cite la phrase que m'avait rapportée Michel Foucault quand il avait dit, je crois que c'était Pierre Bourdieu qui lui avait dit, quand je parle avec Jérôme Lindon, j'ai l'impression de passer devant un tribunal où siègent Samuel Beckett, Marguerite Duras, Claude Simon, Alain Robbe-Grillet et Robert Pinget. Et à la maison, si j'ose dire, pour les enfants, on n'était pas devant un tribunal permanent, mais enfin on sentait quand même quelque chose d'un rapport de force qui était dû aussi à ce que mon grand-père, le père de mon père, était magistrat, avocat général, et je pense que ça avait influé aussi sur la psychologie de mon père, comme ça a dû influer sur la nôtre, enfin, et ça a contribué à ces méthodes d'éducation, assurément. La plupart des auteurs des éditions, en vérité, sont arrivés aux éditions parce que personne n'en voulait. De sorte que j'avais une vision lamentable du métier d'éditeur. Il me semblait qu'il n'y avait qu'un éditeur au monde, que c'était mon père, et que tous les autres éditeurs français, en tout cas, étaient un ramassis d'incapables, sinon d'imbéciles, qui avaient, alors qu'ils avaient des grandes maisons et plein d'argent, avaient laissé filer tous ces auteurs qui étaient les seuls d'envergure, pour qu'ils viennent dans une maison qui était en quasi-faillite et dont la réputation tenait simplement à ce qu'elle avait été la seule maison à avoir résisté pendant l'occupation quand toutes les autres collaboraient de bon cœur, quoi. Tout ou presque. Mais donc le métier d'éditeur, c'était le métier de mon père,
qu'il exista d'autres éditeurs, ça me paraissait une bizarrerie. C'était parce que le monde était mal fait. Ils étaient là pour publier le tout venant des auteurs, en gros, sans intérêt, de la même manière que dans ce que j'appelle encore mon abrutissement, mais qui n'est pas entièrement un abrutissement. J'étais persuadé que les livres de littérature étaient destinés à ne pas marcher, que les livres qui avaient du succès étaient des livres de mauvaise qualité, que les livres de grande qualité, comme ceux qu'éditait mon père, ne pouvaient faire leur chemin que petit à petit au fil des années. Et quand j'ai décidé n'est pas le mot, mais quand je me suis retrouvé écrivain, au début j'ai pensé que les éditions de Minuit étaient la seule maison, non pas digne, même en me moquant de moi, de méditer, mais celle par laquelle ça aurait un intérêt d'être édité. Et c'est là qu'est paru mon premier livre, après 1000 histoires, et comme il y avait 1000 histoires qui n'avaient rien à voir avec la littérature, mais avec la famille, au deuxième, j'ai décidé d'aller voir ailleurs, et il se trouve que je me suis rendu compte qu'il pouvait y avoir d'autres éditeurs, en tout cas un autre, en ce qui me concerne, qui a été Paul Tchaikovsky-Laurence. Mais alors que des gens plus jeunes que moi, il est vrai, sans doute, sont allés vers les éditions POL par un certain snobisme, moi c'est à l'inverse, presque à contre-cœur. Je me suis dit, bon, je quitte les éditions de Minuit pour aller chez POL, bon, c'est quand même pas mal et tout. Et puis après, je me suis rendu compte que, d'une part, que le snobisme, non seulement allait me gâcher ma vie littéraire, mais surtout me gâcher ma vie personnelle, ce qui était quand même plus important, et puis qu'en vérité, c'était ma place complètement, que je ne pouvais pas rêver mieux que ce qui m'est arrivé dans cette maison. Non pas nécessairement en termes de succès commercial, mais comment dire, c'était ma place, quoi. Et de trouver où on est, où on doit être, c'est une chose agréable dans la vie et dans la vie littéraire. Il y avait Nathalie Sarraute, mais comme elle ne s'entendait pas avec Samuel Beckett, elle avait une mauvaise réputation à la maison, d'autant que Rob Grillet se moquait d'elle volontiers, comme il se moquait volontiers des gens, mais que manifestement l'humour de Rob Grillet et celui de Sarraute correspondaient difficilement. Il y avait les... Hors littérature, il y avait quand même Gilles Deleuze et Pierre Bourdieu. Il y avait la guerre d'Algérie qui m'était familière parce que d'une part il fallait faire attention, d'autre part l'appartement a été plastiqué, et donc on a bien vu quand ça a explosé qu'il y avait des problèmes. En plus il y avait des histoires où même des affaires d'évasion de la prison de la Roquette pour femmes qui existaient alors, où on avait besoin de mécanos, et donc il fallait se les procurer au magasin de jouets, et comme les adultes ne pouvaient pas aller tout seuls au magasin de jouets où ça aurait fait curieux, j'avais été utilisé à mon bénéfice pour être l'enfant à qui on achetait un lion en peluche, je me souviens. Et ensuite il y a eu l'affaire, si l'on peut dire, la guerre de 1967, et donc l'affaire des Palestiniens, à une époque où personne ne s'intéressait aux Palestiniens, et où mon père s'est intéressé, lui, tout à fait, et a commencé à les défendre avec le Fatah, avec des livres, et avec Vergès, et se fâchant avec ses parents, et puis a fait la revue d'études palestiniennes. Donc je savais bien à ce moment-là que c'était aussi une position sur laquelle il était contre tout le monde, puisqu'à l'époque vraiment tout le monde était pro-israélien. On se rend plus compte aujourd'hui, mais à l'époque ça ne se posait pas. Je raconte que moi, quand j'avais 12 ans, et donc je n'étais pas forcément maître de toutes mes positions politiques, avec un autre ami de la classe dont le père était gaulliste, on était les deux seuls à défendre, à attaquer Israël plutôt, et à défendre les Palestiniens, qui n'apparaissaient qu'à peine dans le débat public à ce moment-là. Ensuite, oui, je me rendais compte de ça, je me rendais compte que mon père mettait aussi presque un certain point d'honneur ou point d'honnêteté à être toujours
contre les autres, contre la majorité, et comme il avait publié tous ses auteurs contre tout le monde, comme il avait été... au moment de la guerre d'Algérie, d'une certaine manière, il y avait plus d'opposition à la guerre que... Mais pour les Palestiniens, il n'y avait personne presque pour les défendre, comme il a fait d'une autre manière, mais il s'est battu pour le prix unique du livre, alors que personne n'en voulait. Il y avait l'unanimité contre lui, et c'est d'une certaine manière amusant. Moi, ça m'a toujours amusé de me dire, il y avait vraiment l'unanimité, même le syndicat des libraires contre lui quand il luttait pour le prix unique, et la loi a été votée à l'Assemblée nationale à l'unanimité, comme s'il avait vraiment retourné la terre entière. J'avais trouvé ça presque romanesque. Mais ensuite, il y a eu... Mais c'est le moment où quand même moi j'étais plus grand, donc je vivais moins chez mes parents quand sont apparus Jean Echenoz, puis Jean-Philippe Toussaint. Jean-Philippe Toussaint est le premier auteur, d'une certaine façon, à être plus jeune que moi, ce qui inverse le rapport mythique que je peux avoir avec eux, sans parler alors de Tanguy Viel ou Laurent Mouvigny ou Éric Chevillard. Mais oui, enfin, les auteurs minuit ont bénéficié chez moi d'une aura avant qu'ils en bénéficient dans l'opinion publique, puisqu'il y a toujours un certain décalage, quoi. Ils étaient... oui, j'ai dit, puis Samuel Beckett, dans la famille, dans la maison, était considéré comme un demi-dieu, je ne sais pas comment dire. C'est un peu ridicule, mais d'autant plus que c'était justement pour ses qualités humaines, en plus de ses qualités littéraires, qu'il était tellement apprécié, donc le terme demi-dieu ne convient absolument pas. Mais au-dessus du genre humain, quand même, tout en faisant partie. C'était une histoire que mon père adorait raconter, comment Suzanne Beckett, la femme de Sam, avait apporté les manuscrits, et parce que Samuel Beckett lui-même, où ça ne l'intéressait plus, où il n'avait plus l'espoir de trouver un éditeur qui soit prêt à les publier, et mon père a tout de suite été enthousiaste. Un de ses récits préférés était comme il avait lu Molloy. Il avait le manuscrit dans le métro à une correspondance du métro, et qu'il avait le fou rire, et qu'il avait les pages du manuscrit, qu'il avait peur qu'elles tombent par terre dans son fou rire et qu'elles soient piétinées par tous les usagers, les autres voyageurs du métro. Mais je pense que c'est une histoire qu'il a racontée à tous les auteurs des éditions, et même à moi à plusieurs reprises. Mais c'est vrai que c'était une belle histoire. Et quand, je crois, les Cahiers de Lerne ont fait un numéro sur Beckett, ils lui ont demandé un texte, et il a raconté, surtout la première fois qu'il voit Samuel Beckett pour signer les contrats, puisqu'il n'avait vu que Suzanne jusqu'après, et que Suzanne lui avait raconté après que Beckett avait l'air atterré quand ils sont rentrés chez eux, et que Suzanne lui a dit « Mais Sam, il y a quelque chose, tu n'as pas aimé Jérôme Lindon, il t'a déplu ?» Et que Sam avait dit « Non, au contraire, je l'ai trouvé très sympathique, et il pensait que c'est à cause de moi qu'il va faire faillite. » Et il a évité la faillite aux éditions de diverses manières, Samuel Beckett, et en particulier en faisant preuve avec ses droits d'auteur d'une extrême générosité. Mais je crois qu'il a fait preuve d'une extrême générosité en 1000 occasions et de 1000 manières. Je ne sais pas quel est le premier livre des éditions que j'ai lu. Je me souviens juste que je crois quand j'ai eu 15 ans pour mon anniversaire, qui tombe au mois d'août, donc on était en vacances, et le cadeau que m'avait fait mon père, c'était me donner les premiers livres de Rob Grillet, Les Gommes, La Jalousie, Le Voyeur dans le Labyrinthe, les 4 premiers, et que à la fois j'étais content, et à la fois je me disais, quand même ça lui a pas coûté cher. Il avait une réputation, mon père, de ladrerie, d'avarice, que personnellement, dont je n'ai jamais eu à souffrir personnellement le moins du monde, qui me semble pas du tout juste. Simplement, il faisait attention à avec qui il était généreux, je dirais presque. Mais à la fois, on peut aussi, maintenant, je peux aussi interpréter ce cadeau comme quelque chose de généreux, qui est de dire, c'est ton entrée dans les éditions de minuit,
puisque c'était le saint du saint, le saint des saints, oui. Puisque c'était le temple dont il était le grand prêtre et mille autres choses, c'était une façon de me dire bienvenue aussi. Les éditions étaient un sujet considérable de la vie familiale et de raconter Samuel Beckett ceci, Alain Aubry cela, Marguerite Duras ceci, et Claude Simon cela, ou Robert Pinget. Oui, tout en étant très discret comme il sied à un éditeur, ça faisait partie de la vie familiale, et en plus je pense qu'il a géré les deux choses souvent à son détriment, malgré lui à son détriment, c'est-à-dire un peu de la même manière, il avait toujours la volonté de faire signer les contrats, il a voulu faire des choses de cet ordre dans la vie familiale où ça ne se passe pas comme ça, et donc ça s'est passé mal avec mon frère, il n'a pas connu ses petits-enfants, qui est une chose dont il a énormément souffert, et oui, les éditions faisaient partie de la vie familiale, et aussi c'est comme s'il était le patron aussi, je ne sais pas comment dire, dans la vie familiale, ce qui était bien sûr le cas du chef de famille dans les familles de cette époque, mais qu'il a mené d'une façon un peu étrange, je pense. Je pense que mon livre est aussi un livre sur la filiation et la paternité, mais j'ai un ami qui m'a dit sur la famille une chose qui m'a beaucoup plu en lisant la description de cette famille, j'ai eu l'impression d'une famille de science-fiction. J'avais énormément d'affection et d'admiration pour mon père, et les éditions de minuit étaient très prégnantes, mais j'ai trouvé ça très bien, c'était une fierté pour moi aussi, comme si j'avais quelque chose à y voir. Il y a une histoire que j'aime bien dans le livre, c'est parce que je ne m'étais pas rendu compte qu'elle s'appliquait à moi. C'est quand la France gagne la Coupe du Monde, donc ça remonte maintenant à 2018, et j'ai un ami qui ne s'intéresse pas du tout au sport et qui m'appelle le lendemain, et je lui dis c'est injuste que tu sois autant champion du monde que moi. Et en fait, je ne me rendais pas compte qu'il y a le même lien avec la fierté que je pouvais ressentir par rapport aux éditions de minuit. Je n'hésitais pour rien non plus. Mais comme c'était mon père, j'en tirais quelque chose d'une façon étrange. Beckett est arrivé, j'étais pas né, je sais pas, et Rob Grillet pareil, enfin je sais pas, c'était pas... On n'avait rien à y voir, je crois, mais mon frère, ma soeur, mes cousins, mes cousines, mais quand même, c'est ça une famille, on se sentait une responsabilité trop forte, mais un lien vraiment, à juste titre d'ailleurs, ce qui fait que quand la maison a été vendue, ça a fait quelque chose à tout le monde, alors que pour nous, en vérité, ça ne changeait rien que dans notre esprit. Mon père avait la réputation d'être très austère, en tout cas, mais moi je ne le voyais pas comme ça. Je suis assez rieur, et je crois que lui était assez rieur. En tout cas, on était souvent assez rieurs ensemble, ce qui n'empêchait pas qu'il pouvait être désagréable, parce que comme le rapport de force était tellement familier, il était tellement nécessaire, même dans la vie quotidienne, il fallait bien qu'il s'applique, et c'est pas toujours... c'est moins guilleret souvent, mais non, je crois que je m'entendais très bien, on peut dire, mais avec des histoires, et comme il y a eu quand j'ai publié mon premier livre, puisque j'imaginais que cet éditeur, mon père, pour le publier, qu'il a fait des histoires, il a fallu qu'il le fasse lire anonymement à Alain Robbe-Grillet pour que le livre paraisse enfin. Il a exigé que ce soit sous pseudonyme, et comme les autres éditeurs ne s'étaient pas pressés de le publier, mon livre, j'avais cédé, ce qui n'avait fait que conforter mon préjugé sur l'imbécilité des autres éditeurs, à l'époque au demeurant, et
Et j'en avais tiré une fierté aussi, de fait. J'étais jeune, j'avais plein d'énergie, d'être refusé partout. Je me disais quand même, tous ces gens qui sont prêts, ces éditeurs qui sont prêts à publier n'importe quel livre de n'importe quel journaliste de merde. Et moi, je travaillais à l'époque au Nouvel Observateur, j'étais le fils de Jérôme Lindon, et je me disais, pour qu'il refuse mon livre à moi, c'est que vraiment il doit être bon, quoi. Et donc, je crois pas avoir jamais souffert de refus d'éditeur. En fait, je le compare d'ailleurs dans le livre un peu à la Légion d'honneur, où la fameuse phrase d'Éric Satie qui dit point il suffit de refuser la Légion d'honneur, encore faut-il ne pas l'avoir méritée. Je trouve qu'il y avait quelque chose qui relevait d'un honneur à être refusé partout. Mais j'avais travaillé avec mon père précédemment avec la revue Minuit, mais c'était pas travailler avec mon père parce que la revue était très indépendante. Au tout début, il avait voulu se mêler d'une chose et j'avais été très sec moi. Et ensuite, il s'occupait d'apporter des textes gentiment, vraiment précieusement, justement des grands auteurs qui accompagnaient les textes des auteurs débutants qu'il y avait dans la revue. Il arrivait en disant Samuel Beckett, on a tel texte, ou de Marguerite Duras, je pouvais aller négocier Le Navire Night, ou Robert Pinger Donné, ou Alain Robbe-Grillet. Mais non, je m'occupais de la revue avec Denis Jean-Pen au début, puis ensuite seul quand il en a eu assez. Et c'est comme ça que j'ai rencontré en fait et Hervé Guibert et Eugène Savitskaya. Donc je me voyais un avenir aux éditions de Minuit, oui, et je me voyais tellement cet avenir aux éditions de Minuit que je me disais pas la peine de me précipiter. Allons voir ailleurs, c'est peut-être aussi bien de ne pas passer toute sa vie à travailler avec son père. Et quand j'ai vu d'autres êtres humains que ceux de la famille, je me suis rendu compte qu'il se pouvait que les êtres humains aient des charmes et que ça pouvait être un charme de les fréquenter, et de fil en aiguille, c'est ce que j'ai fait. Enfin, à la mort de mon père, il n'y avait pas l'ombre d'un doute qu'Irène reprenne la maison. Bien sûr, c'était la volonté de Jérôme. Enfin, ça ne se posait pas, oui. Ça ne se posait pas. Je veux dire, ça ne se posait pas autrement. Ça se posait énormément, à tel point que ça ne se posait pas autrement. Je crois que le livre s'est constitué en livre quand l'idée d'archive m'est venue que je n'avais pas prévue. Je raconte au début que juste après sa mort, une éditrice me demande d'écrire sa biographie et que j'accepte immédiatement, non pas que j'ai la moindre envie de le faire ni le moindre projet de le faire, mais j'ai envie que personne ne le fasse et je me dis si je dis que je le fais moi, c'est réglé, personne d'autre ne le fera. Et puis après, j'ai pensé que c'était quand des gens ont eu envie d'écrire sa biographie, des gens tout à fait hors de la famille, moi j'ai trouvé que c'était plutôt une bonne idée. Les années ayant passé, il est mort en 2001, Jérôme Lindon. Et puis ça ne s'est pas fait parce que ma sœur ne souhaitait pas qu'ils aient l'accès aux archives, toutes les correspondances avec les auteurs. Et dans ces conditions, ça n'avait aucun sens d'écrire le livre. Et c'est là, moi, je me suis dit, en écrivant ça, je me suis dit, mais moi, je m'en fiche des archives. Moi, je suis une archive à moi tout seul, et c'est ça qui est intéressant à raconter, ce que moi seul peux raconter. Anne Simonin a fait un livre d'archiviste, d'historienne sur les éditions de Minuit, qui est super. Jean Echnoz a écrit Jérôme Lindon, qui est un très beau livre sur Jérôme Lindon. Jean-Philippe Toussaint en a parlé dans un texte, mais moi, c'est pas entrer en concurrence avec eux que d'écrire ce que moi seul peux écrire. Et d'une certaine façon, j'avais envie de le faire depuis longtemps. J'en parlais dans ce qu'Aimé veut dire, de cette manière d'essayer de donner quelque chose aux admirateurs de Beckett, Duras, Robbe-Grillet, Simon et Pinger, quelque chose que moi seul peux donner. Et en me disant, ce serait juste une générosité, mais en vérité, je sais pas, j'ai pas envie d'en faire un recueil d'anecdotes, je sais pas
quoi dire et je sais pas quoi ne pas dire, écrivais-je dans ce qu'il me veut dire. Alors, tout à coup, j'ai pas eu le sentiment, mais enfin, en cheminant, j'ai eu le sentiment que je savais maintenant quoi dire et quoi ne pas dire, que je savais le faire et que donc c'était bien de le faire et c'était bien, quelle que soit ma générosité prétendue quant au lecteur de tous ces grands auteurs, c'était bien pour moi de le faire aussi et l'expérience montre que c'est dans ces conditions qu'on l'écrit le plus volontiers. Il y a bien sûr des choses dont j'ai trouvé qu'elles n'avaient pas leur place, ou concernant des auteurs, ou concernant la famille, parce qu'en avançant, j'avais un manuscrit, j'avais un texte beaucoup plus long que ce qui est paru en définitive. Et ce qui est paru en définitive, c'est ce que j'ai fait moi, c'est pas des corrections d'éditeur, si j'ose dire. Et donc, je l'ai fait, le livre s'est constitué comme ça aussi des retraits que j'ai faits, j'ai mieux saisi a posteriori quel était le projet ou quel était le livre, et donc j'en ai retiré des excroissances qui, à mon avis, n'y avaient plus leur place. Et comme j'ai pu en garder d'autres, ça m'a plu, par exemple, de garder une histoire que je ne vais pas raconter entièrement là avec Jean Dubuffet, parce que j'avais eu l'occasion de le rencontrer par la revue Minuit. J'adorais son travail d'artiste, mais j'ai adoré aussi son travail d'écrivain, et j'aimais son mépris de la solennité, qui est quelque chose que j'ai aussi, en ayant été si proche des écrivains si tôt. J'ai eu une réticence à vouloir être écrivain au sens grand genre. Et à propos d'une de ses œuvres que la Régie Renaud avait massacrée, Jean Dubuffet disait c'est une question presque de politesse, et il avait une comparaison qui m'a réjoui de dire après que si j'ai commandé un gâteau pour mon anniversaire à un pâtissier, je ne vais pas, après qu'il y aura travaillé toute la nuit, le piétiner ensuite sous prétexte que je l'ai payé. Et ça m'avait plu qu'il compare à un gâteau plutôt que de faire le grand genre, et comme ça m'a plu, et dans son œuvre artistique et dans son œuvre littéraire, qu'il essaye d'écrire au plus mal, comme il dit toujours, bien écrire, il y a une façon de le faire, mais mal écrire, il y a 1000 façons de mal écrire, et c'est ça qui m'intéresse. Et je me suis toujours senti proche de Dubuffet, et je suis fier, comme tout, puisqu'il était encore vivant quand est paru mon premier livre sous pseudonyme à Minuit, d'une lettre merveilleuse qu'il m'avait adressée, en ne sachant pas qui j'étais en outre. Et c'est un projet que j'ai toujours eu, et a fortiori en parlant des écrivains, de ne pas tâcher de ne pas écrire grand genre, je sais pas, ça m'a plu, je le dis dans le livre aussi, les livres écrits pour les lecteurs cultivés, qui sinon en perdraient tout le miel s'ils ne savaient pas que Henry James avait fait ceci et James Joyce cela. Ça m'agace immédiatement, même si je dois revenir sur cette prévention par la suite. Mais ça me plaît d'essayer d'inventer ma manière d'écrire. Ouais. Je ne me rends pas compte exactement de la relation que mon père avait avec ses auteurs, parce que j'en étais pas vraiment un. Quand j'ai publié mon premier livre, quand j'en ai eu assez, je me suis dit si il faut publier encore le deuxième sous pseudonyme, alors que Paul Tchaikovsky-Lawrence était prêt à le publier. J'ai repris le contrat d'exclusivité que mon père faisait signer immédiatement à tous ses auteurs, et je suis allé chez POL comme ça, en me disant sinon, tel que j'imagine mon père, à un moment ou à un autre, il va jouer de ce contrat, ça va me compliquer la vie, je veux le récupérer, et il me l'a rendu gentiment. Ensuite, la relation que j'ai eue avec Paul Tchaikovsky-Lawrence, je ne me doutais pas qu'elle allait être ce qu'elle est devenue, et c'est une chose magnifique de ma vie d'écrivain, ce qu'elle est devenue, ce qu'il a été,
et comment j'ai été dans cette maison et comment j'y suis. Ceci dit, je suis une jette. Je ne veux pas faire d'histoire, loin de là. Je suis content d'y être. Mais je ne me rendais pas compte quand je suis arrivé chez Pewell que je pourrais y être heureux comme ça. Et surtout, c'est très spécial, je pense, la relation d'un éditeur aussi à un écrivain, parce qu'il a toujours peur de faire une bêtise, l'éditeur, de dire juste ce qu'il ne faut pas, de sorte que le rapport de force est quand même très précautionneux, quoi. Et je ne sais pas si c'est parce que je suis humble ou prétentieux, je pencherai pour le deuxième terme de l'alternative, mais c'est très rare que les compliments me fassent plaisir, ou ils ne sont pas assez bien faits, ou ils manquent d'envergure, et puis, comme j'écris aussi dans le livre, je dis on n'écrit pas pour avoir des compliments, c'est un peu miteux comme résultat. Ça aussi relève d'une ironie, si juste on se dit ah c'est très bien votre livre, c'est très joli, c'est charmant, ou même c'est très beau, c'est formidable, c'est un chef-d'œuvre. Bon, très bien, mais so what, quoi. Et j'ai adoré des choses. Les choses qui m'ont le plus frappé avec Paul Tchaikovsky, c'est quand il se passait autre chose, qu'en fait, quand quelque chose d'amical vraiment passe par juste la lecture des manuscrits, je trouve ça merveilleux, ou par la relation elle-même. J'ai été frappé parce que je trouvais que c'était quelque chose qui, pour le coup, qu'aurait pu dire pour le coup mon père, qui ne s'excusait jamais. Si jamais il s'était retrouvé dans cette situation, un jour où je déjeune avec Paul Tchaikovsky, et puis je me rends compte en rentrant chez moi que je l'ai trouvé un peu triste, ou plus que... Enfin, dans un moins bon état que d'habitude, il m'a semblé, et donc j'ai un peu honte de ne pas m'être manifesté. Dès que je rentre chez moi, puisqu'il n'y avait pas les portables, je lui téléphone pour lui dire vous aviez l'air pas bien, excusez-moi, me dit-il, comme si la vie d'éditeur était consacrée tout entière au dévouement aux auteurs, et que de montrer quoi que ce soit de sa vie à soi était une faute, quoi, et une erreur, et ça m'a touché énormément. Et sinon, une autre histoire qui tient vraiment au manuscrit, c'est un jour je fais... enfin non, il y en a plusieurs, mais je sais pas, je lui soumets le texte de Une vie pornographique, qui n'est pas à la première personne du singulier, mais on peut me reconnaître éventuellement dans divers moments derrière le personnage principal et son addiction à l'héroïne. Et quand il lit le livre, il me fait 1000 compliments gentils et tout que j'ai oublié. Et il ajoute et puis c'est magnifique que vous vous en soyez sortis. Et je sais pas, ça m'a touché, et ça me touche toujours, enfin, et je m'en souviens 10 ans après, bien sûr. Et il y a d'autres histoires comme ça, mais oui, et j'espère que mon père a été cet éditeur-là aussi. Je me rends pas compte, parce que je pense que mon père a été un éditeur très différent en fonction des générations. Il avait 25 ans quand... Il était né en 25, Beckett est arrivé en 50, et dans les 5 ans qui ont suivi sont arrivés Duras, Simon, Pinget et Rob Grier. Donc il est un jeune homme, il est plus jeune que tous, il n'a rien fait encore, si ce n'est d'avoir été le maquisard pendant la guerre que je raconte aussi, mais littérairement ça ne pèse pas, et même si ça lui donne un crédit pour reprendre des éditions de minuit. Et donc je pense qu'il a fallu tout le poids symbolique et proprement littéraire que lui ont donné ces auteurs-là pour qu'il ait une assurance vis-à-vis des générations suivantes qui elles-mêmes étaient en plus respectueuses de ce qu'étaient devenues les éditions de minuit, et donc que le rapport qu'il a eu avec Beckett, Duras, Corbrier, Simon, Pinget n'a rien à voir avec ce qu'il a eu avec à partir des Schnoz et Toussaint et Tanguy Viel, Laurent Vignon.
signé Éric Chevillard. Il était, je dis c'est comme, c'est à l'inverse, si l'on peut dire, du héros des Frères Lumière. Il est devenu l'admirateur admiré. Mais je pense qu'il a su en tirer les bénéfices en termes de rapport de force, puisque c'était un élément si considérable de sa vie. Il y a divers livres à proprement parler autobiographiques. Je dirais qu'il y a une sorte de trilogie, c'est un peu ridicule, mais ce qu'Aimé veut dire autour de Michel Foucault et de mon père, Hervé Linault autour d'Hervé Guibert, celui-ci autour de mon père et des auteurs, donc une archive. Il y avait en enfance, mais qui sont plus de 100 toutes petites histoires d'enfance qui ont énormément à voir avec moi, mais le personnage dit il. Il y a eu Jour de Libération qui s'applique à ma vie dans Libération. Je pense que ce que montre d'ailleurs, si j'y inclus, j'y avais pas pensé, mais si j'y inclus en enfance du fait de dire il à chacune des 111 histoires, ma façon d'être autobiographique, enfin, j'évoquais James, je ne sais plus pourquoi tout à l'heure, il y a un côté à la Henry James, je crois, non pas par le talent, c'est pas ça que je veux dire, mais sur la distance, c'est-à-dire que, en vérité, j'ai l'impression de constituer une autobiographie dont je ne suis pas le personnage principal. Où il a pu y avoir Michel Foucault, il a pu y avoir Hervé Guibert, mon père, le journal Libération, et en enfance, on pourrait dire la famille en soi, puisque j'agglomère des histoires qui ne sont pas arrivées à moi, et puis qu'elles sont toutes à distance temporelle, et avec la distance qu'il y a du jeu Will. On pourrait dire qu'il y a une sorte d'anacolute du sens tout le temps, d'une phrase à l'autre ou à l'intérieur des phrases. Je pense que l'ironie est consubstantielle à l'écriture. Il y a quelque chose d'ironique avec le côté humoristique et le côté sinistre, à se dire que ce qu'on trouve de mieux à faire de sa vie, c'est d'écrire, alors on en est réduit à ça. Alors, je suis enchanté d'écrire, c'est super, mais d'un autre côté, on peut trouver ça pitoyable aussi bien. Et donc, je trouve que le destin d'écrivain est ironique en soi, outre que souvent personne ne le lit, ce qui ajoute une ironie supplémentaire quand on pense au mal qu'on se donne.